Bienvenue au débat. Aujourd'hui, on se penche sur un cas, un nom qui commence à faire pas mal de bruit. Pas seulement pour son talent, mais surtout, évidemment, pour l'héritage qu'il porte. Enzo Alves. Actuellement en U18 au Real Madrid, et bien sûr, fils de l'icône absolue du club, Marcelo. Absolument. Et son cas nous force à poser une question qui dépasse le simple cadre du football. C'est une question sur la transmission, sur le poids de l'héritage dans le sport de haut niveau. La discussion qui va nous animer tourne vraiment autour de ça. Est-ce que grandir dans l'ombre d'une légende, tout en étant formé par l'un des meilleurs clubs au monde, est une voie royale, un accélérateur de talent presque infaillible? Ou est-ce que c'est, au contraire, un fardeau, une pression psychologique qui risque d'étouffer le joueur avant même qu'il ait eu la chance d'éclore? C'est ça la question. Exactement. Alors, je vais défendre l'idée que cet environnement est une chance inouïe, un modèle quasi parfait de développement et de transmission. Vraiment un avantage que personne d'autre n'a. Et de mon côté, je vais plutôt soutenir que ce nom de famille, c'est un cadeau empoisonné. C'est une contrainte immense qui rend presque impossible de se faire son propre prénom quand le père est une telle légende. Alors, pour moi, le cas d'Enzo Alves est fascinant parce qu'il représente une synergie quasi parfaite. On a en fait 3 éléments qui s'alignent de manière exceptionnelle. D'abord, il y a la question des prédispositions, appelons ça les facteurs génétiques si on veut. Ensuite, et ça c'est crucial, il y a l'environnement familial. Avoir Marcelo comme père, ce n'est pas juste avoir un ancien joueur à la maison, c'est avoir un mentor 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. On parle d'un homme qui a joué 546 matchs pour le Real, qui connaît chaque recoin de Valdebebas, chaque attente du public du Bernabéu. C'est un savoir tacite, une transmission de code qu'on ne trouve dans aucun manuel d'entraîneur. Et enfin, le 3e pilier, c'est la structure du Real Madrid elle-même, avec ce que les sources appellent ses méthodes d'entraînement innovantes. Quand on combine ces 3 facteurs, on obtient un écosystème de développement optimisé. Ces 3 apparitions en U18 cette saison, pour moi, ne sont pas anecdotiques. Elles sont le premier signe que cette alchimie fonctionne. L'héritage n'est pas un poids, c'est un propulseur. Oui, sur le papier, c'est l'environnement idéal, ça je te l'accorde. Mais si on se met 2 secondes à la place du gamin, est-ce que cette chance ne ressemble pas plutôt à une prison dorée? Mon argument principal, c'est que toute la narration autour d'Enzo est cannibalisée par la figure de son père. On ne parle pas d'Enzo Alves, on parle du fils de Marcelo. Et les statistiques que tu cites, les 546 matchs, les titres, ce n'est pas juste une inspiration, c'est une montagne. C'est une comparaison permanente, écrasante. Chaque contrôle raté, chaque mauvais choix sera immédiatement analysé à l'aune de ce que son père faisait au même poste. C'est une pression psychologique, une pression que peu d'adolescents peuvent supporter. Parler d'héritier en marche après 3 matchs en U18, c'est justement la preuve que le mythe a déjà pris le pas sur la réalité sportive. On a vu tellement de fils d'eux se brûler les ailes. Pour chaque Paolo Maldini qui a, oui, surpassé son père Cesare, combien de Jordi Cruyff? D'excellents joueurs, mais condamnés à vivre pour toujours dans l'ombre d'un génie. Le vrai défi pour Enzo ne sera pas technique, il sera mental. Exister par lui-même. Je comprends l'argument de la pression, mais je pense qu'il est contrebalancé par un avantage que tu sous-estimes, la préparation à cette même pression. Qui mieux que Marcelo peut lui apprendre à gérer les médias espagnols, la critique, l'attente démesurée des supporters? C'est ça l'écosystème d'apprentissage dont je parle. Ce n'est pas juste de la tactique au dîner, non. C'est une formation accélérée à la vie de footballeur de très haut niveau. Il apprend les codes avant tout le monde. Il sait comment fonctionne le vestiaire, comment parler aux dirigeants, comment gérer son image. Ce sont des leçons que les autres jeunes de la Cantera apprendront sur le tas en faisant des erreurs qui peuvent coûter cher. Lui, il a un cheat code, quoi. Il a accès à des décennies d'expérience. C'est un avantage structurel immense. Un cheat code ou un chemin tout tracé qui l'empêche de trouver le sien? Tu parles d'un écosystème, mais ça ressemble plus à un moule pour moi. Le développement d'un sportif, d'un artiste, de n'importe qui, ça passe par l'expérimentation, par l'erreur, parfois même par la rébellion contre le modèle parental. Comment tu peux forger ton propre caractère, ton propre style de jeu, quand le modèle de la perfection absolue vit dans ton salon et que tout le monde attend de toi que tu sois sa copie conforme? Le risque, c'est de fabriquer un Marcelo 2.0. Peut-être une bonne copie, mais jamais un original. Est-ce que cet environnement lui laisse la place pour échouer discrètement, pour essayer un poste différent, pour avoir une personnalité de jeu qui ne serait pas celle de son père? J'en doute. On ne lui demande pas de devenir un grand joueur, enfin, on lui demande de devenir le nouveau Marcelo.
La nuance est énorme. Mais est-ce que tu crois vraiment que l'objectif du Real Madrid ou de Marcelo, c'est de cloner un joueur? Ce serait absurde. Le football a changé. Le but n'est pas la reproduction, c'est l'optimisation. Prenons une analogie. Un enfant dont le parent est un chef étoilé. Il ne va pas forcément refaire les mêmes plats, mais il va grandir en comprenant la science des saveurs, la discipline en cuisine, la gestion d'une brigade. Il aura une longueur d'avance fondamentale. C'est pareil pour Enzo. Il n'a pas seulement hérité d'un nom, il a hérité d'une culture de l'excellence. Quand on parle de transmission intergénérationnelle, ce n'est pas juste la passation d'un flambeau. C'est un transfert complet de savoir-faire, de discipline, de réseau. Et c'est là que les méthodes du club entrent en jeu. Le Real Madrid d'aujourd'hui n'est plus celui des années 2000. On parle d'un suivi psychologique de pointe, d'analyse de données individualisées dès 16 ans, d'un plan de développement qui prend en compte cette pression médiatique. Ils savent qu'il n'est pas Marcelo. Ils veulent construire Enzo avec les meilleures fondations possibles. Je veux bien te croire sur les intentions, mais la réalité est souvent plus complexe. Tu utilises le terme transmission comme si c'était un processus fluide, presque automatique. Mais pour moi, ce n'est pas une transmission, c'est une construction. Et une construction, c'est difficile, ça demande des efforts, ça rencontre des obstacles. Tu parles d'un alignement parfait des planètes, mais moi je vois surtout une combinaison potentiellement explosive. L'environnement familial peut aussi être une source de conflits, d'attentes déçues. La génétique, ce n'est qu'une probabilité, pas une garantie. Et les conseils du père peuvent très bien entrer en contradiction avec ceux de l'entraîneur des U18. Le mot transmission est trop lisse. Il cache la lutte intérieure que ce jeune homme doit mener pour exister. Ce n'est pas un héritage qu'on reçoit passivement, c'est un statut qu'il doit conquérir. Et il le fait avec un niveau de difficulté bien plus élevé que n'importe quel autre jeune de son âge. Mais le club est le garant de cette construction en pelle. Le Real Madrid est une institution qui brasse des centaines de millions d'euros. Ils ne vont pas miser sur un jeune simplement pour son nom de famille. Ce n'est pas une œuvre de charité. S'il a franchi les étapes jusqu'en U18 dans un des centres de formation les plus compétitifs du monde, c'est qu'il a prouvé sur le terrain qu'il avait le potentiel. Le nom de famille a peut-être ouvert la première porte, je te l'accorde, mais il ne le maintient pas dans l'équipe à chaque entraînement. La compétition à Valdebebas, elle est féroce. Le club investit en lui parce que les scouts, les analystes, les coachs voient un joueur de football, Enzo Alves, pas seulement un nom. Ils voient des qualités de vitesse, une technique, une vision du jeu. La présence de Marcelo est un atout, un bonus dans leur évaluation, mais ce n'est pas le fondement. Si demain il n'a plus le niveau, il sortira du système, comme des centaines d'autres. Là, je ne te suis pas. Je ne crois pas une seconde que le club soit aussi rationnel. Le Real Madrid, c'est un club de football, oui, mais c'est aussi une marque mondiale, une machine à raconter des histoires. Et quelle histoire plus magnifique que celle de la dynastie Alves au Bernabéu. Le fils de la légende qui reprend le flambeau. C'est un récit marketing extraordinaire. Ma question est donc la suivante. Quand le board du Real regarde Enzo, est-ce qu'il voit un jeune latéral gauche prometteur parmi d'autres, ou est-ce qu'il voit le prochain chapitre d'une saga qui peut vendre des millions de maillots et faire rêver les fans du monde entier? Cette narration, elle crée une attente qui dépasse le sportif. Elle peut pousser le club à le surexposer, à le lancer trop tôt, à brûler les étapes pour nourrir la belle histoire. Et que se passera-t-il si son développement est plus lent, plus sinueux que prévu? Le club aura-t-il la patience d'attendre l'homme ou sacrifiera-t-il le joueur sur l'autel de la légende? C'est ça le vrai danger. Le conflit d'intérêts entre le développement d'un jeune athlète et la construction d'un mythe commercial. C'est une vision très cynique. Je reconnais que l'aspect marketing existe, bien sûr. Mais dans un club de ce calibre, la vérité du terrain finit toujours par l'emporter. Une belle histoire ne fait pas gagner la Ligue des Champions. Le Real Madrid est obsédé par la victoire. Ils ne sacrifieront jamais un avantage compétitif pour une bonne story Instagram. Ils protègent leurs actifs. Et Enzo, s'il a le niveau, est un actif sportif avant d'être un actif marketing. Ils ont tout intérêt à le développer correctement, à le protéger pour qu'il atteigne son plein potentiel. La gestion du cas de Martin Ødegaard, arrivé très jeune avec une pression immense, montre qu'ils ont appris à être patients. Je crois qu'ils appliquent la même logique avec Enzo. Lui donner les meilleurs outils, le protéger du bruit extérieur et laisser son talent parler. Le cas Ødegaard a aussi montré les limites de l'exercice, Il a dû partir pour finalement exploser. Mais restons sur Enzo.
Tu parles de le protéger, mais comment le protéger de son propre nom? Chaque article, chaque tweet, chaque commentaire le ramènera à son père. Il est dans une situation où même ses réussites risquent d'être minimisées, normal avec un tel père, et ses échecs amplifiés. Il n'arrivera jamais à la cheville de son père. Il ne peut pas gagner. C'est un combat psychologique de tous les instants, avant même de parler de tactique ou de physique. Le football de haut niveau est déjà une épreuve mentale terrible. Lui, il part avec un handicap, celui de devoir prouver non seulement qu'il est bon, mais qu'il est bon pour les bonnes raisons. La convergence entre un mentorat familial de classe mondiale, des prédispositions évidentes et une structure de formation d'élite crée un terreau d'une fertilité rare. Le parcours d'Enzo est un cas d'école fascinant sur la manière dont l'excellence peut être non pas garantie, mais cultivée dans des conditions quasi optimales. Les premiers signes de sa progression sont là pour le prouver. C'est un avantage de départ que n'importe quel jeune footballeur au monde lui envierait. Et je conclurai en redisant que derrière les avantages évidents, oui, ils sont là, se cache un défi psychologique monumental. Le poids des attentes, la comparaison incessante et le risque de perdre sa propre identité sont des obstacles gigantesques. Le succès pour Enzo ne se mesurera pas au nombre de titres qu'il gagnera, mais à sa capacité à tracer sa propre voie, à devenir Enzo et non pas seulement le fils de Marcelo. Son plus grand match, il ne le jouera pas sur un terrain, mais dans sa tête. On est au moins d'accord sur une chose. Le parcours de ce jeune homme est bien plus complexe qu'il n'y paraît. C'est une véritable étude de cas sur la relation entre l'héritage, le talent et la construction de soi dans l'environnement le plus impitoyable qui soit. Tout à fait. Et quelle que soit l'issue, son histoire nous en apprendra beaucoup. L'analyse ne fait que commencer, et il faudra la suivre de près sans jamais oublier l'humain derrière le nom de famille.